Bonjour et bienvenue dans le Jura. Jura Welcome est le podcast qui vous permet de partir à la découverte des pépites de notre beau département. Avec Jura Welcome, vous rencontrerez les personnages extraordinaires, les savoir-faire incroyables et les talents qui façonnent notre territoire. Si le Jura vous titille, plongez-vous avec nous dans ce nouvel épisode. Jura Welcome. Valoriser et faire connaître les savoir-faire jurassiques. Bonjour Christophe, nous sommes aujourd'hui à Longchaumois dans le Haut-Jura et nous sommes reçus par Christophe Beau qui est le dirigeant, le PDG de la société Jules Beau. Quelques mots de Jules Beau, Christophe. Quelques mots sur Jules Beau. Il y a tellement à dire que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais sur son histoire, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que Jules Beau, déjà cette année, en 2023, va fêter ses 135 ans, puisque la société a été créée en 1888 par un monsieur qui s'appelait Sévère Bourgeois à la base. Et puis voilà, donc c'est une très très longue histoire avec un long développement. Je sais pas si je dois développer là tout de suite donc l'historique réel, mais en fait notre père a repris l'entreprise dans les années 80. Et son idée à la base, c'était de dire il y avait déjà une entreprise donc existante qui s'appelait Henri Beau, qui était basée à Longchaumois, donc qui fabriquait des lunettes optiques notamment, et puis des cordons, des chaînettes. Et puis mon père à ce moment-là s'est dit il a eu l'opportunité de racheter Jules Beau, qui était vraiment microscopique, ça faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc il s'est dit à ce moment-là j'ai deux fils et si jamais ils s'entendent pas, au moins ils auront chacun aura une entreprise et pourra s'épanouir comme il faut. Et puis la deuxième chose, il s'est dit aussi que peut-être que ce domaine du sport, à l'époque c'était les lunettes de glacier, mais intéressera peut-être plus ses fils que de la lunette optique pure et dure. Donc c'est la raison qui l'a poussé à racheter cette entreprise basée à Morée, et un monsieur qui s'appelait monsieur Chaffon-Jean, donc qui l'entreprise était basée à Morée, rue Victor Poupin, et puis donc mon frère et moi, donc on l'a rejoint donc début des années 80. Et oui, une fois de plus, l'entreprise était vraiment toute petite, il n'y avait pas de moyens. Il était basé donc à Morée. Pour accéder au bureau, il fallait grimper des escaliers en bois qui grimpaient quasiment comme une échelle. Et puis mon frère et moi, on s'est mis à la tâche. Et on a eu la chance parce que notre père nous a laissé quand même beaucoup d'autonomie assez rapidement. Et tellement d'autonomie que, moi, le premier jour quand je suis arrivé, il m'a rien donné à faire. Donc je me suis dit je me suis assis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là-dedans. Et puis rapidement je me suis aperçu par exemple que en matière de prix de revient, il y avait rien vraiment d'existant. Donc j'ai pris mes fiches Bristol, il n'y a pas d'informatique évidemment à l'époque, et puis j'ai commencé à recalculer tous les prix de revient de tous les produits en ajoutant les gammes, les nomenclatures, etc. pour calculer les coûts, parce qu'il n'y en avait vraiment absolument aucun, et puis valider que nos taux de marge étaient quand même suffisants sur les différents produits. Donc et puis oui, notre père, une fois de plus, il nous a pas vraiment dit tu vas faire ça, tu vas faire ci. Il vous a pas bridé. Non, pas vraiment. Mon frère d'ailleurs avait rejoint l'entreprise avant moi, peut-être 1 ou 2 ans avant. Et donc lui plus sur la partie, on va dire, technique. Oui. Donc votre frère c'est Mathieu. Mathieu, oui, tout à fait. Et puis donc à l'époque on oscillait donc entre le site de
de Morée et celui de Longchaumois. D'accord. Parce que le déménagement de Longchaumois date de quand? On est revenu à Longchaumois. Honnêtement, je ne me rappelle plus trop de la date exacte, mais je pense que c'est vers l'année 85 par là, 85, d'accord. 86, parce que il se trouve que nos locaux à Morée étaient vraiment inadaptés, presque pitoyables. Ouais. Et qu'à l'inverse, à Longchaumois, on avait cette usine qui était quand même finalement assez récente et moderne, et donc ça faisait sens complètement de déménager, de partir de Morée et de venir s'installer à Longchaumois. En plus, il se trouve que on habite à Longchaumois, donc ça facilitait aussi les choses par rapport à ça. Il y a un sujet qui se posait, c'était par rapport au personnel, donc ils n'étaient pas très nombreux, hein, il était 6 ou 7 personnes, donc c'était vraiment pas énorme. Donc de savoir comment on allait organiser, et dès le démarrage, on a dit on va mettre en place un transport en commun pour permettre aux gens de venir à Longchaumois à moindre coût, premièrement, et puis d'aménager les horaires également en disant on va faire les journées continues, comme ça les gens ils montent à Longchaumois, on raccourcit la pause déjeuner et ça leur permet de redescendre à Morée vers 16h30. Donc ça c'est un principe qu'on a gardé, qui fonctionne encore aujourd'hui. Okay. En termes d'horaire et de transport en commun, donc c'est quelque chose qu'on a conservé encore en 2023. donc voilà. Et on était sur Mathieu, qui lui était le technicien. Il était technicien effectivement, et puis donc on avait l'atelier mécanique là ici à Longchaumois, l'atelier de fabrication plutôt à Morée. Et puis alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'entreprise, quand on est rentré dedans, non seulement sa dimension c'était tout petit, mais également en termes de rentabilité, on n'y était pas, très honnêtement. Ça gagnait pas d'argent, hein. Donc c'était tout un challenge quand même, d'où le calcul des prix, hein, des prix de revient, et pour se remettre à flot, quoi. Alors c'était pas un désastre total, hein, mais c'était pas très rentable, faut dire. Hein. Donc il fallait absolument que cette entreprise devienne rentable pour pouvoir investir, tout simplement. Et donc les marchés de l'époque, du démarrage un petit peu de l'entreprise, c'était nous à la base, l'entreprise elle fabriquait quasi exclusivement des lunettes de glacier. Ouais. Hein, donc c'est-à-dire des lunettes de montagne avec des coques en cuir sur le côté, et donc marché dédié à la montagne, donc marché de niche. Hein, et puis en termes de diffusion, là on était diffusé principalement dans les magasins de sport, mais pas beaucoup, hein. Enfin, une fois de plus, c'est 500 000 € de chiffre d'affaires dont on parle, hein. Donc c'est quand même pas énorme. On avait déjà un distributeur aux US, on avait également un petit peu d'export. On travaillait notamment avec des magasins type Vieux Campeur, par exemple. On était relativement bien implanté sur Chamonix également, tous les endroits qui sont liés à l'alpinisme. Hein, puisque c'est vraiment le cœur de notre métier d'origine, en fait. Et déjà à l'époque, on avait des athlètes type Yannick Seigneur, enfin des alpinistes de renom, mais c'était exclusivement donc lunettes de montagne et alpinistes. Donc c'est pour ça que on s'est efforcé également au fil des années de se diversifier, parce que on s'est rapidement aperçu que qu'en faisant que des lunettes de glacier, on n'allait pas aller très loin quand même. Qu'il y a beaucoup de territoires où les gens, les lunettes de glacier, disaient moi j'habite à Brest, je vois pas pourquoi je vous achèterais les produits, parce que j'en ai pas, j'ai tout simplement pas les clients pour. Donc il a fallu effectivement qu'on ouvre diversifier les produits. Les produits, ok. Et en gros aujourd'hui, puisque Jules Beau c'est une marque internationale qui est reconnue en France mais également dans tous les pays, quelles sont en gros les principales familles de produits? Alors là, on a beaucoup diversifié, effectivement. Alors on a la partie lunettes solaires qui aujourd'hui représente, on va dire, 60-65% du business total, répartie sur divers sports. Donc la lunette de montagne, évidemment, qui est notre produit d'origine, mais qui est de plus en plus marginal, on va dire, en termes de volume du chiffre d'affaires. Et puis après, on s'est développé beaucoup dans les produits de lunettes enfants, déjà. Lunettes pour la voile,
le vélo, le VTT d'abord. Donc voilà. Après, on s'est développé également sur les parties, les gammes hiver. Donc ça veut dire masque tout d'abord et casque ensuite. On a conservé une famille de produits qu'on avait tout à l'origine. J'ai parlé tout à l'heure des chaînettes de lunettes. Oui. Et donc ça on fait toujours. Oui, c'était une spécialité bien marquée de l'entreprise Beau à l'époque. À un moment donné, quand ça rappelle les souvenirs, mais lorsqu'on a débuté, on allait au Silmo au salon, puisque ça fait quand même de longues années où on va là-bas. La partie chaînette, on va dire, représentait l'essentiel de l'exposition, on va dire, et Jules Beau était présenté sur une petite vitrine dans un coin du stand. Donc voilà, les proportions se sont inversées. Les proportions sont inversées. Et puis en termes de gamme de produits, si je termine, on a également quelque chose qu'on a développé plus récemment, qui sont donc des lunettes optiques d'une part, et aussi des lunettes à la vue, c'est-à-dire que une de nos ambitions, c'était de proposer au public des lunettes de sport adaptées à la vue. Et donc on a créé un labo là ici depuis 5-6 ans. Ici à Lanchaumois, où on fabrique les lunettes donc sur mesure, personnalisées. Ça c'est quelque chose qui marche très très bien, qui est en fort développement. Oui, donc vos principaux savoir-faire, parce qu'ils sont larges, vous intégrez beaucoup de choses. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de Jules Beau aujourd'hui? Déjà en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on avait évoqué celui du démarrage, aujourd'hui Jules Beau, ça représente... Aujourd'hui, on est aux environs de 40 millions de chiffre d'affaires, un peu plus, 42 exactement. Et puis donc on réalise à peu près 50% à l'international. Et puis une de nos stratégies, ça a toujours été, on est des Jurassiens, on aime bien, on n'aime pas trop dépendre d'un fournisseur, d'un banquier, d'un client ou autre, donc ou d'une saison. Donc notre souci, ça a toujours été de répartir un peu les risques, c'est-à-dire que nos produits, on va les vendre, on a des gammes pour l'hiver, des gammes pour l'été, on vend en France, on vend à l'international, on vend dans les magasins de sport, on vend chez les opticiens. Donc ça permet au niveau de l'activité on va dire d'avoir une base ou un socle qui est quand même solide. Et c'est dit, il suffit qu'il y ait une année où il n'y a pas de neige, voilà, on n'est pas, ça va aller quand même, parce qu'on va pouvoir se rattraper sur les autres gammes de produits. Notre plus gros client, il représente 1 ou 2% du chiffre d'affaires. Donc on n'est pas dépendant d'un client non plus. Donc voilà, c'est une stratégie depuis des années pour essayer de pérenniser, on va dire, le truc, quoi. L'activité, ok. L'activité. Oui, ça c'est important, oui, ce souci d'indépendance, oui, ça marque Jules Beau, et bravo. Et puis vous occupez combien de salariés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur combien de sites? Oui, aujourd'hui on emploie à peu près 250 personnes dans le monde. On va en avoir sur le site de Lanchaumois 80 environ. On en a une centaine sur notre site de Roumains, parce que ça c'est également pas une diversification, mais c'est quelque chose qu'on a débuté il y a une quinzaine d'années en ouvrant cette filiale en Roumanie de fabrication. Et puis après on a une armée de commerciaux qui sont pas des agents, qui sont des vrais salariés, où on en a environ un peu plus de 20 en France, 23 je crois, et puis une vingtaine en Europe. Et donc plus une filiale aux US où on en a à nouveau 5-6 personnes. Donc au global, ça fait à peu près 250 personnes dans le monde. Et en France, une centaine, quoi. Donc on voit l'évolution en 40 ans, en gros, de passer de une petite dizaine à 250 salariés, et puis de produits une gamme beaucoup plus vaste. Et je retiens également ce souci d'indépendance. Donc je crois que ça marque bien la volonté stratégique de Jules Beau. Les savoir-faire, en gros, les métiers, si on pouvait rapidement les évoquer, puisqu'ils ont dû, dans le temps, beaucoup évoluer aussi. Oui, effectivement. C'est vrai que les gens, quand ils viennent visiter Jules Beau, ils sont souvent, à la sortie, impressionnés par le nombre de savoir-faire qu'il y a dans toutes sortes de métiers, parce que, une fois de plus, par souci d'indépendance, souvent on souhaite maîtriser la plupart des choses, c'est-à-dire qu'on va à la fois fabriquer des moules, faire de l'injection, faire de la logistique, designer, faire du marketing aussi, bien évidemment,
Donc les savoir-faire sont fabriquer des lunettes à la vue, également. C'est quand même totalement un nouveau métier. Donc une kyrielle de savoir-faire, qui sont assez spécialisés, rares. Oui, c'est rare d'intégrer l'ensemble. Donc on voit bien ces aspects, de volonté de maîtriser et d'être adaptable à toute évolution. Alors je pense qu'il y a aussi des nouveaux métiers. Je pense qu'il y a 10 ans, il y a peut-être beaucoup moins de gens sur la communication. Je pense que pour être présent sur toutes les facettes de l'activité, vous avez dû être obligé d'attirer des compétences nouvelles. Donc et dites voir un petit peu. Après, on a, vous savez, il faut du temps. Pour développer, surtout quand on part, on expliquait un petit peu le parcours, mais donc c'est 40 ans de travail où un flashback rapide. C'est vrai que mon frère et moi, on a tous les métiers, on les a fait à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que le week-end, on est venu, détourer des verres le week-end quand il fallait faire, et puis ensuite prendre le van ou la camionnette pour aller livrer des clients. On a fait aussi. Alors je veux dire, tous les métiers on les a fait parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément de moyens, et donc c'était vraiment sur une longue période où on s'est structuré petit à petit, où on a pris quelqu'un à l'export. Un commercial à l'export. Après on a dit tiens, il faut absolument quelqu'un au marketing, et c'est étape par étape, vraiment step by step, qu'on a construit tout ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, et donc c'est ça qui est intéressant, et d'autant que on va dire que les perspectives ou quand on a débuté, on va dire on avait tout devant nous, on a toujours tout devant nous d'ailleurs. Mais ça fait toujours un peu peur de démarrer comme ça dans une toute petite taille où on a des grosses entreprises, des gros concurrents en face, et puis donc on se dit est-ce que je vais y arriver, d'autant que un certain nombre de gens, moi je me rappelle très bien de gens de sommité du métier qui sont venus moi aussi le mot, c'était vraiment le tout début, et qui m'ont dit mais pourquoi, il me dit de toute façon avec un nom pareil vous ferez jamais rien. Et c'est vrai que quand quelqu'un comme ça, je citerai pas son nom, mais qui est vraiment connu et reconnu sur la place, vous dit ça, vous avez 25 ans, vous en prenez quand même un petit coup sur la tête. Et on dit, on va y arriver quand même. Le haut jurassien que vous êtes. Oui, mais ça met un peu le doute. Oui, ça met le doute. Ça met le doute, forcément. Et donc vous avez pu affirmer effectivement un nom qui ne valait pas grand-chose dans l'esprit. Alors vous me direz, mon frère et moi, on risquait pas grand-chose, puis de toute façon la boîte n'était pas énorme, on savait pas de toute façon ce qu'on allait faire d'autre. Donc on a avancé, ça a bien marché, on a eu la bonne stratégie, on a pris les bonnes décisions, je pense, un petit peu chaque fois avec un coup d'avance quand même, je veux dire. Alors je sais pas si c'est du flair, de la chance, de l'opportunisme, même toujours est-il que c'est vrai que quand on regarde le parcours, il y a quand même un certain nombre de décisions qui ont été plutôt assez bien anticipées, notamment si je parle de l'Asie par exemple. Nous on fabriquait essentiellement des lunettes de métal. On n'avait aucune notion ni aucune connaissance en matière de lunettes plastiques. On savait pas trop comment se débrouiller, puis à ce moment-là il y a un ami de mon père qui dit vous devriez aller voir quand même sur Taïwan, là il se passe des trucs, ça bouge quand même beaucoup en Asie. Alors personne n'y allait, très peu de gens franchement. À cette époque. Et puis donc on a regardé, il fallait se payer un billet d'avion, c'est cher. On a dit allez, on se fait quelques économies, on se paye un billet d'avion, puis on va voir. Avec pour objectif bien évidemment sur place là-bas en disant il va falloir que ce billet d'avion on le rembourse, vraiment qu'on se paye sur la bête entre guillemets. Et puis donc on est arrivé là-bas à Taïwan, et puis du coup on était comme des enfants dans un magasin de jouets, parce que on s'est aperçu qu'il y avait des coûts extraordinaires à faire, quoi, et que les prix étaient très bas, que même si on n'avait pas forcément la puissance de distribution, mais qu'il y avait quand même des choses à faire. Donc on a démarré comme ça, en achetant quelques produits, et puis en faisant, je dois le dire, très grosse marge, vraiment. Et puis ça nous a permis de gagner en rentabilité, ce qu'il fallait à l'époque, d'amortir, et puis d'amorcer la fabrication business, propre.
Et donc, ouais, c'est donc c'est un tremplin. Typiquement ce genre d'opportunité où aujourd'hui ça paraît tout bête. Oui. Ouais, mais à l'époque ça n'était pas. Nous, la Chine n'était pas ouverte. On n'allait pas en Chine à l'époque. C'était fermé. Donc on pouvait aller que les précurseurs. Et c'est la force d'être trois, un père avec deux fils complémentaires. Oui, un peu, oui, clair. Mais oui, un autre exemple, il y a 17 ans, je crois, maintenant, on a dit, tiens, on va monter une on dépend trop de l'Asie, c'est compliqué, etc. On va tenter quand même l'expérience de monter une usine en Roumanie. Il y a 17 ans, on a fait ça. Aujourd'hui, on dit, bien sûr. Bien sûr, il faut ramener. D'autres on l'a fait il y a 17 suivi. ans. Et donc ça, c'est, une fois plus, je sais pas si c'est de la chance, du flair, ou une fois de plus de l'opportunisme, mais bon, toutes ces décisions-là, et je peux en citer d'autres, qui ont été prises à un moment donné, ont été clairement, alors on s'est trompé aussi parfois, bien sûr. Comme on a fait des erreurs. Tout le monde, oui, comme tout le monde. On a fait des erreurs, mais le tout, c'est que au global, il faut avoir pris plutôt les bonnes décisions, ou les saisir, avoir su saisir les bonnes idées, les bonnes opportunités. Et puis, faut que globalement ce soit plutôt positif, parce que si on fait que des mauvais choix, c'est sûr que ça va pas aller loin. Mais on a fait des erreurs, aussi. Oui, mais l'homme fait des erreurs, et je crois qu'aussi on est gagnant après d'en sortir plus fort, si on en tire les enseignements. Donc, bravo, mais je pense la structure père avec deux fils complémentaires, pour moi, ça peut être la base aussi d'un succès, tant que tout le monde a son indépendance, son autonomie, et que il y a un respect naturel, c'est le cas plus facilement en famille, quoi. Mais c'est vrai que, j'aurais dit, à nouveau, notre père, il nous a laissé quand même beaucoup d'autonomie très, très rapidement, peut-être trop, parce que du coup on a fait quelques erreurs. Quelques erreurs, Mais franchement, il n'a pas. C'est vrai, il y a parfois les parents qui sont un petit peu présents, omniprésents, qui mettent la pression, etc. Et là, ça n'a pas été le cas du tout, quoi. On a eu tout de suite la bride sur le coup, quasi pas totale, mais en grande partie. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on a oublié des étapes majeures dans l'histoire de Jules Beau, ou est-ce qu'on a évoqué l'ensemble de ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Il y aurait tellement à dire. En attendant, Jules Beau. Les événements majeurs, oui. On en a parlé, parce que également autre décision qu'on a prise il y a quelques années, c'était de réintégrer la fabrication des moules à l'injection, notamment parce qu'avant de passer de l'Asie à la Roumanie, bien évidemment, il y a le savoir-faire, on n'avait pas. Donc il y a une étape intermédiaire là, et qui fait qu'il a fallu qu'on se équipe, qu'on améliore notre savoir-faire en matière de moules. Puisque l'idée était déjà qu'on avait ça derrière dans la tête, en disant on fait en Asie, première étape, on va apprendre à faire des moules, et à ce moment-là seulement, on pourra envisager de monter une filiale en Roumanie. Mais sans la partie moule, c'était pas possible. C'était pas possible. Oui. Donc, comme vous dites, le temps est nécessaire pour effectivement intégrer toutes les phases indispensables au succès. Oui. Voilà, donc Jules Beau aujourd'hui, c'est universellement connu comme marque, elle s'est imposée. Et c'est vrai que on est étonné toujours que dans nos entreprises jurassiennes, il y a des savoir-faire aussi vastes et des succès. Alors le succès n'est jamais éternel, mais vous avez fait un sacré parcours en 40 ans. Quel est votre parcours personnel à vous, Christophe? Mon parcours personnel, moi j'ai pas fait de grandes études, très honnêtement. J'ai fait une petite école de commerce qui était à Saint-Dié dans les Vosges, liée à la chambre de commerce des Vosges donc. Mais bon, voilà, j'étais un gros paresseux. Voilà, on va dire les choses comme ça. Et donc,
parce que probablement ça m'intéressait pas plus que ça, et d'un instant où effectivement on a intégré dans notre entreprise, bon là c'est différent, on n'est plus paresseux du tout. Du tout, au contraire. Parce qu'on a quelque chose qui nous qui pousse, qui me passionne, qui motive. Donc des études assez courtes finalement. Ensuite, j'ai fait. Mon père a quand même beaucoup souffert du fait de pas parler l'anglais. Donc, il m'a expédié en Angleterre. J'ai passé 1 an, donc à travailler dans un magasin de sport. D'accord. Et c'est une bonne formation à la langue et au métier, donc, du coup, connaître la distribution. Du coup, ça m'a donné de bonnes bases quand même en anglais. Et puis voilà. Bon, j'ai fait mon armée comme tout le monde parce qu'à l'époque ça existait. Donc, j'ai fait ça en gendarmerie de montagne à Bourg-Saint-Maurice. Il y a pire, comme endroit. Et puis ensuite, bon, j'ai intégré l'entreprise, voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à la base, quoi. Vous avez combien d'écarts avec Mathieu? Avec Mathieu, on a 3 ans. 3 ans. Donc, lui, il est en 63, moi, je suis né en 60. Voilà, on a 3 ans d'écart, il est 3 ans plus jeune. Ok. Que moi. Et autrement, quel est votre attachement alors au Jura, voire à Longchaumois? Est-ce que vous n'êtes pas né à Longchaumois? Je pense pas. Non, je suis né à Saint-Claude, effectivement. L'attachement au Jura, si vous voulez, bon, de toute façon, on est né là, hein. Alors, c'est pour ça, c'est souvent on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire? Qu'est-ce que vous êtes allé installer, Jules Beau, dans le Jura, Longchaumois? Non, on l'a pas installé, hein, elle est là, hein. Donc, on est là, la boîte elle est là, voilà, on a un peu, enfin, c'est quelque chose qui se discute pas. Après, c'est vrai qu'on s'est posé des questions à un moment donné de monter une antenne ou quelque chose peut-être vers Annecy ou en Savoie, ou pour faciliter peut-être au niveau des recrutements et autres. À un moment donné, on s'est posé la question, on a décidé de pas faire parce que voilà, je parle des opportunités tout à l'heure, qu'on saisit, qu'on saisit pas. Bon là pour le coup, on a décidé de rester dans le Jura. Parce qu'on s'est dit, pourquoi aller ailleurs? Du coup, le côté immobilier, ça va être beaucoup plus cher. Pour recruter, certes, ça va être plus facile, mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est réellement un avantage? En plus, ça sépare les différents sites, ce qui est en termes d'opérationnel pas super facile à gérer. Ouais. Donc voilà, donc du coup, on a décidé de rester ici dans le Jura. J'avais même dit à mon frère, écoute, s'il faut déménager, c'est tout, je m'en vais, quoi. Hein, puisqu'on voulait déplacer la partie, on va dire, marketing commercial, et la partie usine, on va dire, plutôt la garder dans le Jura. Donc on avait même commencé à émettre la possibilité que je déménage personnellement. J'étais prêt à le faire parce que par entre guillemets devoir, hein, mais sans beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai qu'on apprécie la vie dans le Jura parce que c'est un climat rude, hein, c'est pas le climat le plus facile, mais c'est vrai que cette proximité avec la nature, l'outdoor, moi aussi j'habite une maison qui est perdue au milieu de 20 ou 30 hectares de forêt et de champs, et puis je trouve que c'est un luxe absolu. Il y a qu'on bénéficie de tout le confort moderne, et en même temps on est au milieu nulle part. Donc je trouve qu'il n'y a pas mieux, quoi. Oui. Je ne me verrais pas vivre en ville, quoi. Oui, c'est juste impossible. Vous ressourcer, pour être toujours en phase avec le travail. Et donc ça, c'est ce que vous ressentez. Comment vous, quelles sont les possibilités que vous donnez, enfin, quand les gens veulent venir travailler chez Jules Beau, qu'est-ce qui les passionne, pourquoi vous arrivez à attirer du monde? En général, ici, on arrive, on va dire que lorsqu'on fait des recrutements, les gens, ils regardent l'entreprise, ça, c'est plutôt sympa, pas mal. Le domaine d'activité également. Et souvent, le point de blocage, c'est la localisation. Et il faut admettre que, par rapport à ça, le Jura, je ne sais pas pour quelle raison, mais et souffre je sais pas, d'une image négative ou quoi. Enfin, les gens, ils ont l'impression, dans le Jura, de se perdre et d'aller au fin fond de nulle part.
Et on a beau leur expliquer que finalement, non, on n'est pas si loin de Lyon, on a Genève à côté, on a la Suisse, on a les TGV à 1h, 1h30 on n'y arrive pas, quoi. Et c'est compliqué. Franchement, c'est assez compliqué. Alors, d'autant plus aujourd'hui où il y a le télétravail s'est beaucoup développé, donc c'est parfait. Nous, on va dire on l'accepte, mais à une certaine limite, quoi, parce que sinon, ma volonté, ça a toujours été de dire, on a besoin d'une entreprise, une âme. Une âme, oui, on travaille ensemble. Et une âme, il faut qu'il y ait un camp de base. Il faut qu'il y ait un camp de base. Et que si on a que des gens qui sont éclatés, des électrons libres à droite à gauche, et ben cette âme-là, il y a un énorme risque de la perdre. Donc c'est tout un équilibre à trouver. Voilà, et puis après on essaye de faire des facilités. Là on a mis en place on a une colocation ici à Anchaumois où pour tout ce qui est stagiaire par exemple, alternant, ou des gens qui nous rejoignent, qui n'ont pas encore trouvé de logement, etc. On leur met à disposition cette colocation. Pour faciliter le truc, parce que même à une époque, même pour avoir des stagiaires, les stagiaires ils venaient là et puis ils disent mais je vais habiter où, quoi. Alors oui, on va me dire il y a toujours des trucs à louer et tout, c'est pas toujours super. Et puis une concurrence touristique, quoi. L'Anchaumois est bien situé, donc. Voilà. Donc bon, on a mis en place ça qui est un plus, mais on essaye de faire tout ce qui est en notre possible, on va dire pour faciliter l'intégration et la venue de gens, mais après, bon, ça bloque quand même, hein. Y a pas. Donc nous, on incite les gens plutôt à habiter, on va dire peut-être plus au-dessus les rousses, mais là, faut admettre que les prix sont, c'est assez cher, donc c'est. Oui, c'est une difficulté. Ok, oui. Mais bon, vous y arrivez, puisque je pense que aussi la notoriété de Jubo, de le poids de ça, son image, ça. Et franchement, pour d'autres entreprises qui n'ont pas forcément la notoriété qu'on a, ni l'ambiance, ni le domaine d'activité et tout, je pense que ça doit être un bien plus compliqué encore. Oui, que pour vous. Oui. Ouais, ça c'est clair. Et puis en gros, votre pyramide des âges aujourd'hui, c'est jeune. Hein. C'est jeune. Ouais. Et puis de masculin, féminin, je pense c'est à peu près équilibré. Oui, on a même presque plus de féminin, je pense, au global. Parce qu'on a tous les services commerciaux qui sont exclusivement féminins, donc on a quand même une 12. Elles sont 12 à l'administration des ventes. Donc à l'atelier, il y a pas mal de personnel féminin aussi. Donc, mais je me demande s'il n'y a pas plus de femmes chez Jubo que d'hommes. Mais honnêtement, c'est pas. Oui, c'est pas un objectif législatif qui va de la même façon, quoi. C'est le candidat, sa qualité, homme ou femme. Bon, c'est pas un sujet, quoi. Et votre style de management, et puis est-ce qu'il a aussi évolué dans le temps? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, votre façon vous de manager l'équipe, ce camp de base? Moi, je laisse beaucoup d'autonomie aux gens. Peut-être trop, parfois. Je suis pas très dans le contrôle, c'est pas trop le style, même si, bon, j'ai quand même un œil sur tout. Mais oui, je laisse quand même pas mal d'autonomie, quoi. Et parce que donc la confiance, quoi. La confiance. Par contre, faut pas la trahir, d'accord. Donc donne la confiance, mais si quelqu'un a le malheur de la trahir, là, c'est fini. C'est terminé. Et je pense que les gens, ils ont besoin aussi dans leur job d'être, grâce à cette autonomie, d'être. La motivation, elle vient de là aussi. Hein. Et les gens, il faut qu'ils prennent plaisir dans leur job. S'ils ont un chef au-dessus d'eux qui est sans arrêt en train de tout vérifier, tout contrôler, et puis c'est pesant, quoi, à la longue. À l'inverse, si les gens ils ont l'impression d'être dans leur propre entreprise, à la limite, là ils s'éclatent, c'est parfait. Voilà, c'est ça le but. Et vous avez évolué dans le temps puisqu'on change aussi. Oui, forcément. Oui, forcément. Mais je suis même pas capable de vous dire comment j'étais il y a 30 ans, je me rappelle plus. Donc, je sais comment je fais aujourd'hui, mais à l'époque, non, mais c'est le côté management. Moi, c'est à la fois c'est passionnant et à la fois c'est usant. Parce que l'humain, une fois de plus, d'animer des équipes et tout, on a la chance d'avoir une équipe qui est super, hein, de gens qui sont investis, motivés, à un niveau qui m'impressionne, mais qui me font peur parfois, hein, parce que je dis mais non, faites pas tant, quoi. Et les gens sont vraiment investis à 2000%, quoi.
Et c'est agréable, quoi. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Mais après, je veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, attention, il y en a, aussi. Bien sûr, mais dans tous les groupes humains, il y a des difficultés comme des réussites, donc c'est intéressant. Dans les livres de management, on dit que lorsqu'un groupe de personnes a on va dire un plan, un objectif passionnant, il est 3 fois I, 4 fois I. Il est infatigable, indestructible, immortel, et je sais plus qui est le 4e I. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez Jules Beau, je trouve. C'est une belle maxime. Ouais. Et vous trouvez des différences avec les nouvelles générations? Oui, clairement. Mmh. Ouais. En gros, clairement. Alors nous, c'est pas pareil. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, on a toujours été habitués de travailler dur, sans compter ses heures, et puis aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est pas facile à faire l'amalgame, entre les différentes... Et puis, là, par contre, vous voyez, on parle de l'âge. Voilà, moi j'ai 63 ans là, et là on sent qu'il y a un vrai décalage, quoi, clairement. En termes de perception des choses, quoi, parce qu'on n'a pas été ni élevé comme ça, on n'a jamais fonctionné de cette forme-là, et on a ces jeunes qui aspirent, comme je disais tout à l'heure, à non seulement du télétravail, mais ce qui peut être légitime par ailleurs, avoir plus de vie familiale, à privilégier ces côtés-là. Et une fois plus, je critique pas, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, quoi. Oui, il faut faire avec. Et là, on est obligé de composer, là. Oui, il faut composer, puis composer avec ceux qui avaient aussi des valeurs entre guillemets traditionnelles. Donc, il faut que tout l'ensemble du Pulse soit toujours bien formé. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est une fois de plus, si les gens ils sont vraiment investis, ils se sentent bien dans la boîte, ils se sentent autonomes, bah du coup, ils oublient un peu cette partie-là aussi. Et ils deviennent, j'allais dire, comme nous les vieux, quoi. Donc, mais bon, c'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est l'adaptation, elle est continuelle. Et c'est le lot de tous les groupes humains, notamment des entreprises. En tout cas, bravo, parce que c'est des enjeux. Puis je pense que tout le monde ignore que vous avez 250 personnes, dans le monde et sur plusieurs sites. Donc c'est aussi une complexité de gestion et que l'esprit de Jules Beau soit toujours présent partout. Donc après, on fait quand même pas mal d'actions également pour conserver ce côté familial, proximité et autres. Et à titre d'exemple, je vous dis, alors c'est pas un scoop, puisque demain matin, donc on part tous à Marrakech, puisqu'on a une tradition chez Jules Beau qui est de dire tout pour les dates anniversaires tous les 5 ans. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Jules Beau a 135 ans, 135 ans cette année. Donc on a fait plein de capitales européennes, on a fait Lisbonne, Londres, Amsterdam, j'en passe, tous les 5 ans donc. Et donc demain, c'est Marrakech, où donc on est une centaine, puisque l'idée c'est également d'emmener tout le monde, quoi. Donc, que ce soit les commerciaux, des ouvriers, il y a plus de notion de hiérarchie. Souder l'entreprise, faire connaître aussi les gens. Puis les gens se côtoient dans un autre contexte. Et donc, donc demain matin, on part passer quelques jours. Un bon séjour. Et ça va nous faire du bien de voir un peu le soleil. Oui, un bon anniversaire. Et d'un point de vue écologique, je suis dans les termes d'actualité. Vous avez toujours, je pense, eu des réflexes ou des valeurs. Mais quelles sont les principales actions que vous menez? Alors, on a une démarche RSE depuis, on va dire, qui est formalisée depuis très très peu de temps. C'est depuis justement l'arrivée de Peugeot notamment. On va dire qui est formalisée. Au préalable, ça l'était pas. Ce qui veut pas dire pour autant qu'on faisait rien. C'est vrai, moi j'ai toujours été un peu, le greenwashing, c'est pas mon truc, quoi. Et je considère que, comme je le disais tout à l'heure, une presse à carton, ça fait 20 ans qu'on a ça, quoi. On n'a pas attendu que ce soit la mode pour faire ça. Il y a plein de choses qui relèvent du bon sens. Et qu'il n'y a pas besoin de mettre en place des process ou de faire de faire de la pub sur le fait qu'on recycle des palettes. Bah oui, les palettes, ça fait des années qu'on les recycle, quoi. Franchement,
ça fait des années qu'également, oui, donc beaucoup de bon sens, voilà, beaucoup de bon sens et du lien avec vos valeurs. Aujourd'hui, on va le mettre dans quelque chose de plus, on va dire, normé. Mais il y a une grosse discussion chez Jules Beau par rapport à ça, hein, c'est clair, puisque moi je suis un peu comme ça en disant, on fait ce qu'on a à faire, et on le fait vraiment. Regardez, on habite dans le Jura, on habite au milieu de la nature et autres, on n'est quand même pas des fous. Hein, on va pas commencer à acheter nos papiers dehors, à polluer, à polluer notre environnement dans tous les sens. Non. Ouais. Quand on doit recycler l'eau, on recycle l'eau. On fait ce qu'il faut faire, sans forcément chercher à monter son épingle. Ouais, ok. Et c'est vrai que certains Jules Bois aimeraient qu'on... Mais par exemple, je parlais du transport en commun tout à l'heure sur Saint-Claude-et-Maurice, puisqu'on maintenant c'est une fonction des deux côtés. Là, récemment, on vient d'acquérir 2 véhicules électriques. Donc, les transports des personnes, tous les jours, se font ces 2 minibus donc électriques qui viennent de Saint-Claude-et-Maurice. Qui sont en train d'être chargés, voilà, devant sur le parking en chargement. Absolument. Je reviens un petit peu à vous personnellement. Est-ce que vous auriez des conseils, très modestement, à donner à d'autres dirigeants d'entreprise? Alors, je dis pas peut-être conseil, mais dire, voilà, pour vous, votre maxime, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'était les 4 I. Mais est-ce que à quoi vous pensez? Ça, c'est plus par rapport au management. Mais après, je pense que j'ai toujours considéré qu'il y a 5 piliers, si vous voulez, pour la réussite d'une entreprise. C'est le produit. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas le produit, ça sert à rien de commencer à faire quelque chose. Donc là, vous avez les produits. Et un produit qui soit différent des autres, si possible. Premier truc. Le deuxième, c'est le commercial. Voilà, vraiment mettre la grosse pression sur le commercial. Le marketing également, parce que ça aide le commercial. La qualité de service et enfin on va dire la profitabilité. Et c'est vrai qu'on a des exemples d'entreprises qui ont privilégié, par exemple, la finance et le marketing en délaissant totalement le reste, mais ça marche pas, quoi. Là, on a des preuves de ça. Ou même des entreprises qui avaient le produit, mais pas la rentabilité, mais ça marche pas non plus. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre ces 5 piliers qui est pas toujours simple à maintenir, à conjuguer. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait un des 5 qui soit plus faible, et puis du coup c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors on y arrive encore, mais s'il y en a 2 plus faibles, là ça devient carrément impossible, quoi. Donc être très sensible aux 5 et à leur équilibre. Si je résume. Ok. Merci, Christophe, de c'est parce que on n'en a pas parlé, mais effectivement il y a eu une transition importante il y a 2 ans, en 2022, le temps passe vite. Vous avez travaillé la transmission de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, écoutez, c'est vrai que Jules Beau est d'abord assez attractif, on va dire, puisqu'il y a eu un joli parcours, on en a parlé. On était approché de façon très très régulière par toutes sortes d'investisseurs qui viennent soit de notre industrie, mais aussi des finances et autres, mais des approches vraiment beaucoup, quasiment une par mois, vraiment beaucoup. Et puis qu'on a toujours un petit peu évacué d'un revers de la main. Et puis il se trouve que la famille Peugeot nous a contacté donc il y a un petit moment de ça. Et puis en parlant avec Mathieu, mon frère, lui il était un peu au bout il a un peu marre, pour tout dire. Donc c'était également l'occasion de transmettre ça, et plutôt dans de bonnes conditions, parce qu'on se voyait pas céder à des fonds d'investissement. On considère que ça serait pas bien matché avec l'esprit du Jules Beau. Céder à quelqu'un de l'industrie, inévitablement ça allait générer derrière des regroupements, des économies d'échelle, etc., avec sûrement des impacts sur les salariés sociaux. Et que cette solution-là, ma foi, permettait de garantir un peu tout, quoi. Et en plus avec des gens qui sont plutôt avec des visions industrielles, de long terme, qui ont plutôt une bonne image, globalement. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a décidé d'avancer un peu plus avec eux, du coup.
fois plus mon frère, lui, il souhaitait un peu. Ok. Il n'y avait pas de génération derrière vous qui est susceptible d'être intéressée, d'être capable. Non, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que faut d'abord que ça les intéresse, premièrement, et puis c'est vrai que à mon niveau, mes filles, j'aurais toujours dit de toute façon vous ne rentrerez jamais. Mais depuis toute petite, j'aurais dit, parce que je voulais à aucun moment qu'elles pensent qu'elles étaient, que la place était garantie. Donc j'aurais dit vous ne rentrerez jamais chez Jules Beau. Et puis c'est vrai que les années passent, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, on dit bon, allez, peut-être que tu. Je dis non. Tu nous as toujours dit qu'on rentrerait pas. Je dis bon, d'accord. Et puis après, c'est vrai qu'elles sont pas très à l'aise avec. Parce que c'est devenu quand même assez important. Et donc du coup, ça met le stress quoi. Quand même, c'est clair. Donc voilà. Oui, ok. Et du côté de Mathieu, c'est un peu pareil. C'est pareil, oui. Donc du coup, la décision la plus sage, c'était effectivement Puis après, il y a quand même, parce que même si, quand bien même, il y a eu un des enfants, Mathieu a 3 enfants, moi j'en ai 2, quand bien même l'un aurait souhaité reprendre, il faut falloir qu'il dédommage les autres. Les autres. Donc c'est un vrai problème financier. Financièrement, ça va être compliqué, quoi. Oui. Donc vous êtes resté fidèle à votre ce que vous aviez dit à vos enfants jeunes. Même si les deux m'avaient dit, s'il y a une dizaine d'années, si elle m'a dit bon, on veut reprendre et tout, franchement, je me serais évolué. J'aurais peut-être trouvé des solutions pour peut-être acheter les parts de mon frère, enfin je sais pas. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas fait comme ça. Du coup, c'est la famille Peugeot donc qui a repris la majorité du capital chez Jules Beau. Pour ma part, j'ai gardé 20%. Donc je me suis pas détaché de tout. Je garde la direction de l'entreprise. Donc ça c'est des gages de sécurité pour vous, puis pour le socialement aussi, pour les salariés. Je crois que c'est important. Puis j'ai un contrat qui va jusqu'à mi-2024, donc encore un peu plus d'1 an. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait. C'est d'un commun accord entre les Peugeot et moi-même. Est-ce qu'ils souhaitent me garder, toujours jeune. Et puis est-ce que moi je souhaite rester? Oui. Donc on soit les deux d'accord. Donc ça c'est pas défini encore. D'accord. Donc on a encore un peu de temps. L'avenir reste à écrire, c'est génial, c'est génial. Oui. Voilà. Et comment ont perçu les salariés, votre environnement, fournisseurs, banquiers, etc. Dans ce couplage avec Peugeot, pas si mal. Pas si mal, parce que en fait c'est vrai que le discours vis-à-vis des salariés. J'étais déjà avant sous pression parce que tout le monde, forcément, de par notre âge, se posait des questions et très régulièrement. Les salariés me disaient oui, puis qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Et donc lorsque on a avancé nos négociations avec Peugeot et qu'il a fallu donc l'annoncer au personnel, vous pensez bien que le discours, je l'ai répété une centaine de fois. La communication est essentielle pour assurer ces moments-là. Et donc, franchement, plutôt pas mal. Et c'est vrai que, on aurait cédé une fois plus, on aurait cédé à un fonds ou à un concurrent, ça allait sûrement être quand même très différent. Très différent. Là, du coup, franchement, il y a quand même pas de changement majeur. D'ailleurs, là, on voit bien, depuis la reprise est intervenue donc à mi-juillet 22. La stratégie on continue, l'organisation continue, on a des bonnes équipes. Enfin, franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Et les Peugeot, ils vont pas dire, non, on arrête tout, on change de direction. Non, c'est pas leur intérêt non plus. Donc ça roule. Et le Haut-Jura, vous en ségrez, parce que c'est aussi un acteur important, Jules Beau, et donc la pérennité du tissu économique, elle est enfin. Oui, comme c'est vrai qu'on aurait cédé à un grand groupe d'optique ou du sport, c'est sûr que là, ça va être pas de certitude sur le devenir local, quoi. Ça, c'est clair, net. Donc, bravo pour cette réussite essentielle, parce que c'est pas évident. Moi, je l'ai vécu professionnellement de voir effectivement des transmissions s'assurer et puis aller positivement dans le temps. C'est des moments difficiles. Est-ce que c'est de la chance, du flair, de l'opportunisme, je sais pas quoi dire. Oui, c'est une nouvelle étape, comme les étapes donc on a déjà décrit avant. Et puis là, à un moment donné, on me dit tiens, voilà, la famille Peugeot. C'est peut-être quand même le moment de là, on peut pas laisser passer le train, quoi.
L'avenir nous dira si c'était juste ou pas. Oui, Hein, apparemment, un peu tôt voilà. pour dire. Pour Apparemment, l'instant, ça va. ça va. Oui, oui. Et puis on va partir sur ces bases-là parce que c'est celles qui peuvent assurer la pérennité de Jules Beau. Un petit mot de Made in Jura. Vous m'avez appelé il y a quelques années pour me dire tiens, c'est important pour nous de prouver notre attachement au Jura, à l'ensemble des acteurs économiques et politiques locaux. Et donc merci de votre fidélité. Alors voilà, est-ce que maintenant que vous y êtes depuis quelques années, qu'est-ce que vous faire une confidence. Il y a tout au début de Made in Jura, avant que nous on rejoigne, on discutait du côté local, régional, etc. en interne. Et puis à titre personnel, moi j'ai dit non, moi je veux pas que Jules Beau soit lié en termes d'image au Jura. C'est pas bon. Oui. Moi, je voulais pas que Jules Beau soit lié au Jura, mais je voyais plus comme une boîte internationale. Oui. Je voulais pas l'accrocher. Une limitation. On allait restreindre le périmètre de puis Jules en fait, Beau. il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est notre leçon de notre podcast. Et donc, du coup, effectivement, j'ai un peu évolué par rapport à ça. Puis je me suis dit, ben non, on va faire tout l'inverse, quoi. Hein, on va faire tout l'inverse. On va jouer cette carte du local parce que, entre le Made in France, l'origine France garantie, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est presque galvaudé le truc. Maintenant, il y a les drapeaux bleu, blanc, rouge de partout. Et je dis aujourd'hui, même en tant que consommateur, on sait même plus si c'est crédible ou pas. Et donc j'ai dit, plutôt que de jouer la carte nationale, jouons la carte régionale. Régionale. Sans forcément aller mettre Made in Jura de partout, mais en tout cas affirmer le fait qu'on a un ancrage local dans le Jura. Et donc c'est ce qui nous a amené donc à rejoindre la Made in Jura. Et puis alors sans prétendre que nos produits sont fabriqués dans le Jura. Hein. Oui, on a été très clairs l'un comme l'autre. Si vous l'avez dit tout de suite. Voilà, tout de suite, je le savais. Maintenant, la boîte, elle embauche quand même 80 personnes dans le Jura. C'est pas rien non plus. C'est pas rien. Dans un village quand même. On a beau apprécier beaucoup l'Anchaumois. Donc effectivement, sur nos produits, jamais de la vie, on va marquer Made in Jura. En revanche, le biais qu'on a trouvé, c'est de dire, tiens, on fait à peu près 100 000 envois chez nos clients, en France et à l'international. Donc les envois, c'est envoyé dans les cartons, évidemment, de différentes tailles. Puis on a dit, on va imprimer sur les cartons, sur tous nos cartons, Made in Jura. Et donc on l'utilise comme ça. C'est-à-dire que nous on fait nos 150 000 envois à l'année, et qui sont diffusés de partout, dans le monde, ouais. Pas beaucoup en Europe. En Europe, ouais. Il y a le macaron Made in Jura, et un tel point, c'est qu'aujourd'hui, on me dit oui, c'est bien. Quand on reçoit le colis Made in Jura, on sait que c'est Jules Beau. Parce que nous, dessus, le papier collant, évidemment, il est neutre, parce qu'on n'a pas envie que sinon ça génère des vols et autres. Donc là-dessus, il est totalement anonyme. Par contre, il y a le macaron Made in Jura, et nos clients apprécient, franchement, ça. Et moi, je trouvais que l'intérêt également, c'était un peu subliminal. On va dire que la personne, elle achète des Jules Beau, elle ouvre son colis, c'est marqué Made in Jura, ça lui répète que la boîte, elle est française, qu'elle est dans le Jura, et puis c'est un message finalement qui de façon indirecte est martelé comme ça, parce que les gars, on leur envoie quand même des colis très très régulièrement. Et donc Jules Beau, Jura, et que petit à petit, du coup, ça, je trouve que c'est bon pour la boîte, quoi. Oui. C'est pas désintéressé, hein. Oui, c'est la mission de Made in Jura, qui est de faire connaître et reconnaître les savoir-faire déjà dans le Jura, et puis en France et à l'étranger, et puis à montrer aussi aux salariés, aux fournisseurs, enfin tous les gens qui sont partenaires de l'entreprise, sa volonté d'ancrage territorial. Donc merci pour votre confiance, puis vous n'avez jamais trompé dès le départ là-dessus. L'idée c'était de montrer, comme d'autres entreprises de votre taille, qu'elles étaient un acteur important et puis qu'elles souhaitaient le rester. Oui, puis tu sais, on n'aime pas non plus. C'est comme avec les Made in.
Et on joue pas, enfin nous on n'a jamais joué avec ça. C'est-à-dire que un produit qui est pas fait en France, on marque pas Made in rien, non. Voilà. C'est pas fait en France, point. Donc nos produits, ils sont soit marqués Made in EU quand c'est fait en Roumanie, mais jamais on fera un Made in France ou chercher à contourner le truc pour aller bidouiller et puis et ben avec le Made in Jura c'est pareil. On prétend pas que nos produits sont faits dans le Jura et jamais on marquera Made in Jura sur un produit quoi. Voilà, tout simplement. On pourrait pour certains, parce qu'il y en a certains qui sont faits quand même. Mais bon, pas commencer à oui, à faire des différences. Oui, c'est trop difficile en termes de communication puis de gestion. Okay. Voilà. Et comment vous pensez que nous, Made in Jura, on peut s'améliorer? Auriez-vous des attentes qu'on n'aurait pas satisfait ou auxquelles on pourrait demain aussi sur lesquelles on pourrait évoluer? Bon, après, il y a le côté communication, mais bon, ça demande des budgets que probablement vous n'avez pas. Donc, même si on s'améliore beaucoup sur les réseaux sociaux, là, on voit que le Made in Jura fait son trou. D'accord, ok. Mais voilà, après, oui, c'est ça, c'est le fait de faire connaître. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal, comme on le disait tout à l'heure, il y a pas mal d'ambassadeurs déjà, et c'est pas rare au bord des hauts du Tour de France ou à l'Everest, au biathlon, etc. D'avoir les drapeaux Made in Jura, et ça contribue, c'est clair. Et je pense qu'à notre petit niveau, le petit Made in Jura, surtout le colis qu'on expédie partout, ça contribue aussi au truc, quoi. Et peut-être que c'est peut-être un effort, on va dire un peu entre guillemets collectif, quoi. Oui, pour promotionner ça, quoi. Parce que vous, à votre niveau, vous n'aurez jamais les budgets, vous n'allez pas faire une campagne d'affichage, je pense. Et puis on n'est que l'association de bénévoles et d'entreprises adhérentes volontaires qui contribuent au financement de la sauce. Et l'objectif, il est à la fois de rendre des services individuels aux entreprises, mais surtout de porter l'image du Jura économique vivant et dynamique. Donc c'est ce que, grâce à vous, on essaie de faire. Il y a un point qui est important, c'est la durée d'une entreprise. On l'a vu, basée sur des piliers forts. Chez vous, vous cultivez tout ce qu'on peut appeler la simplicité, l'authenticité, et puis l'humilité. C'est des maximes, des points, des valeurs fortes pour vous. Ouais, c'est des valeurs fortes, mais qui sont presque naturelles. Je sais pas si c'est issu d'éducation qu'on a reçue ou de nos gènes entre guillemets. Mais oui, je pense que moi j'accorde beaucoup d'importance à ça, de savoir rester à sa place et puis de pas faire trop les malins. Comme on le disait, une entreprise, c'est très très long à faire grandir, à construire et autres. La chute peut être extrêmement brutale et rapide. Donc on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc autant pas faire trop le malin, parce qu'on connaît tellement de gens qui effectivement ont joué un peu les gros bras, un peu trop vite, et puis qui sont cassés la figure derrière, que bon, voilà, restons à sa place. Et puis comme je dis également souvent, je pense que ce côté humble, souvent le profil des dirigeants, il rejaillit un petit peu sur le collaborateur, et de façon plus ou moins naturelle, il retranscrit ça, et c'est vrai que nos commerciaux, pas que nos commerciaux d'ailleurs, tous nos collaborateurs, en général, ils sont assez humbles aussi, et s'il y en a un qui faisait trop le malin, sûrement je le rappellerai sûrement à l'ordre, mais j'ai pas besoin de le faire, on va dire. En tout cas, c'est une valeur essentielle qui est reconnue autour de vous, chez Julbo. Le mot humilité, il respire et il transpire, donc c'est bravo. Même, également, faut pas non plus se leurrer, au fond de soi, inévitablement, il y a un bout de fierté, parce que sinon on n'avance pas. Mais on le garde pour soi. Voilà, juste ça. Beaucoup d'auditeurs. Vous êtes en première place, en première ligne, avec des sportifs de haut niveau, avec des teams, je pense. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage à Made in Jura et à nos auditeurs? Nous également, les relations avec les athlètes, elle est assez clé chez Julbo, puisque avec les athlètes aussi, on cherche à cultiver ce côté proximité, et donc et de faire en sorte de telle manière que les athlètes se sentent
partie prenante de l'entreprise ou de la famille de Julbeau. Et vraiment, on fait tout ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Alors, il participe bien sûr à divers niveaux sur le développement des produits, où régulièrement on leur demande des conseils ou des remarques sur nos produits et autres. Et donc après, c'est une fois plus comme toujours une question de moyens. Et donc au fur et à mesure, alors comme je disais tout à l'heure, on a débuté avec des alpinistes, il y a des années ça, et c'était déjà du sponsoring. On va dire il y a 40 ans, c'était du sponsoring. Il y a que le nom qui au fur et à mesure, on a effectivement étendu les sports et donc les sponsoring aussi et les athlètes. Et puis en général, plus on monte dans des sports connus, plus c'est cher. C'est la règle. Alors on va pas travailler avec Mbappé tout de suite, mais puis en plus ils n'ont pas besoin de lunettes pour pratiquer leur sport. Mais c'est ça qu'il faut voir, c'est que oui, on a débuté l'alpinisme, c'est pas très cher. Après on a fait un peu de voile, c'est un peu plus cher. Alors après le trail running, et puis au fur et à mesure, on avance comme ça et on ajoute de nouvelles cartes, de nouveaux atouts. Tout en essayant de conserver ce côté proximité avec les athlètes et éviter que nous c'est pas juste un chèque quoi. C'est ça qui est important, c'est que et ils le ressentent et ils l'apprécient. Commun. Okay. Voilà, parce que si c'est juste un contrat, un chèque et puis c'est tout, franchement c'est dommage quoi. Oui. Et donc vous ouvrez depuis quelque temps au cyclisme. Donc c'est une porte ouverte sur d'autres. Je pense, ça c'est effectivement une nouvelle. C'est pas une nouvelle direction, c'est une complète, on va dire, avec ce sport de. On a toujours chez Julbeau, eu pour règle de dire nous on touche pas tous les sports moteurs. Voilà, ça non. Et donc on se concentre essentiellement sur les sports outdoor au sens large. Donc là, on va dire, je ne veux pas dire qu'on fait une entorse parce que on passe au vélo de route. Donc le vélo de route, là, par définition, c'est du bitume, et donc c'est déjà un peu moins notre univers. Mais il faut reconnaître que en termes de notoriété, ça change la donne aussi, quoi. Et c'est ça qu'on recherche avant tout, c'est que en abordant ce marché du vélo de route, eh bien, ça nous donne une visibilité qui n'a absolument rien à voir avec d'autres sports. En plus, on a le casque, on en parlait tout à l'heure également, où notre logo est quand même bien en avant. Et puis, j'allais dire, ça nous fait presque passer dans la cour des grands, entre guillemets, c'est une fois plus en toute humilité modeste, et tout, parce qu'au fond, on a quand même l'ambition de cette marque de faire monter le plus haut possible. Et les grandes marques, l'eyewear notamment, elles sont sur le vélo de route, quoi. Voilà. Et nous, on n'y était pas. Et donc, si on veut faire partie de ce club-là, il faut y aller. Donc, poursuite de votre volonté stratégique d'ouverture dans tous les domaines. Ok. Et en tout cas, bonne réussite, on n'en doute pas. Merci Christophe de ce podcast intimiste sur la vie de Julbeau et puis ses principales étapes et puis votre vie personnelle qui, on le voit, a été très très riche d'occupations, d'événements, de tournants aussi stratégiques et puis bon vent à Marrakech et bon vent également pour la suite puisque vous n'êtes pas encore parti de Julbeau, c'est merveilleux. En tout cas, merci à vous également pour cette interview. Voilà, c'est toujours, je pense, intéressant de partager et puis d'échanger autour de nos valeurs jurassiennes. Donc voilà, merci et puis à la prochaine. Avec plaisir. Merci d'avoir rencontré avec nous les personnalités qui incarnent les savoir-faire jurassiens. Si vous aimez notre carte postale sonore, merci de la partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues. Et de la noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Rendez-vous sur le site de l'association Made in Jura, madeinjura.pro ou sur jurawelcome.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast. et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de ce qui bouge dans le Jura. À bientôt sur Jura Welcome.